mon but, mon objectif ici, ce n'est pas de développer du racisme. Que Dieu est l'être suprême, qui a créé toutes choses. Toutes ces choses-là, il faut les étudier, les connaître pour éviter de tomber dans les dogmes qui amènent donc les guerres de religion. Vous pouvez échanger votre mort. C'est-à-dire, votre jour J arrive, mais vous décidez que l'autre personne part. La différence entre les extraterrestres, donc les hommes qui nous ont créés, et nous, donc la différence entre eux et nous, c'est simplement la science. Ils ne sont pas surhumains, ils ne sont pas surnaturels. Vous devez savoir que le nom d'une personne a son esprit et il y a un pouvoir. Le pour et le contre, votre magazine est de retour, chaque vendredi, à partir de 21h50. Restez branchés avec Jekia, Gavmel Costelli, Issami Aboyo. Le pour et le contre. Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau le général Eugène Para. Bonsoir mon général. Bonsoir madame. Alors, qui est le général Eugène Para? Bon, je suis, comme vous avez su le dire, madame la journaliste, je suis le général Para, Eugène Alain Yves. Je suis né le 15 novembre 1961, à Djambala pour être plus précis. Je suis marié, père de 8 enfants. J'ai commencé mon parcours scolaire à Djambala. Ensuite, je suis arrivé à Brazzaville avec mes parents et toute la famille. J'ai fait l'école primaire à Saint-Esprit de Mungali. Et ensuite, j'ai continué à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Eye Gaboka, à Wenze. C'est donc de là que j'ai fait le concours pour entrer à l'école militaire. Je voudrais revenir sur un fait, parce qu'il y a eu quand même une petite situation qui vaut mieux peut-être expliquer un tout petit peu. Mon père, notre père, qui était inspecteur de l'enseignement primaire, avait pour chacun de nous, de tous ses enfants, avait comme un plan de carrière établi. Et moi, certainement, j'étais réservé à la carrière militaire. Et bien qu'étant admis au concours d'entrée en 6e, et j'avais choisi ma foi Virgile à l'époque, mon père, notre père, m'a fait reprendre la classe de CM2 parce qu'il fallait absolument que je me présente au concours de l'école militaire. Ce que je n'avais pas fait la première année où j'étais au CM2. Et donc j'ai été présenté, je me suis présenté au concours de l'école militaire en étant à l'école primaire Leye Gaboga aujourd'hui. Et c'est de là que j'ai présenté le concours et admis à l'école militaire pour entrer en 6e. Et donc je suis entré le 2 septembre pour être plus précis, 1974 à l'école militaire. À l'époque, ça s'appelait encore École militaire préparatoire des cadets de la Révolution. Et c'est revenu aujourd'hui École militaire préparatoire Général Leclerc parce que ça a repris l'ancien nom que portait l'école depuis la création. Donc, arrivé à l'école militaire en 6e, donc j'ai eu un parcours normal. J'ai fait le collège, j'ai fait le lycée, j'ai obtenu le bac, la série A pour être plus précis. Je suis allé à l'université où j'ai passé une première année et pour des raisons un peu familiales, on a jugé utile qu'il fallait que je sorte du pays suite, parce que j'étais un peu perturbé suite au décès de notre père qui était intervenu en 1982. J'étais à l'université et donc cette période m'avait beaucoup perturbé et donc on avait jugé utile que j'aille continuer mes études à l'extérieur. Et c'est ainsi que dans un premier temps, j'ai obtenu une inscription à l'Institut des Relations Internationales à Paris. Pour ceux qui connaissent,
rue des Saints-Pères, au quartier latin. Donc j'ai passé 2 ans dans cette école et j'ai obtenu ce qu'on pourrait appeler diplôme d'attaché des affaires étrangères. Parce que j'ai donc commencé comme un peu ma carrière en diplomatie. Donc j'ai fait 2 ans dans cette école de relations internationales. Et à l'époque, quand j'ai fini, l'attaché de défense de l'époque, paix à son âme aujourd'hui, le colonel Ibarra Denis, avait trouvé que j'étais trop jeune pour revenir et commencer à travailler. Et donc il m'a donné l'autorisation, cette fois, de m'inscrire à l'université. Et donc je me suis inscrit à la fac, directement en licence. Donc j'ai fait une licence en droit public, j'ai fait une maîtrise en droit public et j'ai pris une inscription en DEA. À l'époque, c'était à Nantes, à l'université de Nantes, où je m'étais inscrit en diplôme d'études approfondies en droit international, option droit de la mer, activité maritime. J'ai donc commencé ce DEA et après, j'ai été déclaré admis parce que j'ai passé le concours du commissariat pour aller à l'école du commissariat tout en étant à Paris. Donc moi j'ai passé le concours à Paris, j'ai été présenté naturellement par le ministère de la Défense du Congo comme candidat à l'école du commissariat. Et donc j'ai passé le concours en étant en DEA de Nantes, à l'université de Nantes, déclaré admis. Donc j'ai rejoint l'école du commissariat de la marine qui, cette année-là, enfin pour cette période-là, était encore à Toulon. Et donc je suis parti à Toulon. Et aussitôt arrivé, j'ai quand même pris le soin, parce que je n'avais pas fini mon DEA, il restait la partie mémoire et soutenance du mémoire avant de continuer. Donc j'ai quand même pris le soin de signaler cela à l'école. Et donc le directeur de l'école du commissariat à l'époque, qui était le commissaire Alain Gris, m'a dit, je dis textuellement ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit: mon bonhomme, c'est ton pays qui t'a mis dans cette école. Nous ne pouvons pas prendre en compte votre autre parcours. Votre État vous envoyé pour venir suivre votre formation à l'école du commissariat sur 2 ans. Et vos études d'avant, nous ne pouvons pas en tenir compte. Donc vous en faites une parenthèse, si vous voulez, et vous vous consacrez pleinement à votre formation à l'école du commissariat. Et donc j'ai passé mes 2 années à l'école du commissariat, à l'issue de laquelle, pour nous qui sommes donc en formation à l'école du commissariat de la marine, nous avons ce qu'on appelle, cerise sur le gâteau, c'est ce qu'on appelle un peu le tour du monde sur la Jeanne d'Arc, le bâtiment école, sur lequel les jeunes en formation, c'est-à-dire ceux qui sortent de l'école navale, pour ceux qui sont donc à Brest, les médecins de santé navale qui sont à Bordeaux, il y a des ingénieurs des armements qui sortent parfois de Polytechnique, ainsi de suite, et donc les élèves de l'école du commissariat. Donc nous embarquons sur la Jeanne d'Arc. Cette année-là, je crois qu'on a fait l'océan Indien sur une période d'à peu près 5 mois. Voilà. Et donc à l'issue de laquelle, revenu à quai, à Brest, donc nous passons notre examen final et nous sommes lâchés. Donc pour nous étrangers, nous sommes remis à la disposition de notre gouvernement, notre État. Et là encore, je me suis souvenu que 2 ans avant, j'avais entamé quelque chose. Et plutôt que de rentrer immédiatement, j'ai encore sollicité l'autorisation, parce que c'est un peu cela qui nous caractérise, nous, dans
dans notre carrière de militaire, il faut toujours, à chaque fois, obtenir une autorisation pour faire quelque chose. Et donc, cette fois, j'ai encore obtenu l'autorisation de l'attaché de défense qui, à cette époque-là, je crois, ça devait être le colonel Kou. C'était en quelle année? Ça, c'était en 90, parce que j'avais déjà fini. J'étais sorti de l'école du commissariat 2 ans après. Donc là, nous sommes en 1990. Donc l'autorisation m'a été donnée pour que je parachève en fait mon cycle de 3e cycle, le diplôme d'études approfondies que je faisais. Mais là, au dernier moment, je me suis ravisé. Je me suis dit, bon, si je fais un 2A, ça va m'amener à peut-être à aller faire une thèse. Bon, c'est long. Bon, j'ai mon côté, ma carrière militaire qui est en train de s'enclencher. Je me suis dit, bon, ben, écoutez, je vais plutôt m'engager dans une filière, disons, plus professionnelle. Et c'est là que je me suis inscrit, cette fois, dans un diplôme d'études supérieures spécialisées, toujours en droit de la mer et toujours option action maritime et activité maritime. Et cette fois, c'est plutôt à Lille, ce qui paraît un peu bizarre, puisque Lille n'est pas sur la frange maritime. Pourquoi doit-on faire un diplôme lié aux activités maritimes à cet endroit? Mais l'explication est bien simple. C'est parce qu'il y avait le professeur émérite en droit international de la mer, le professeur Emmanuel Langavant, qui est décédé depuis quelque temps. C'est lui qui animait ce DESS à l'université de Lille 2. Et donc j'ai fait ce DESS. Et quand j'ai fini, je me suis dit, maintenant, je suis paré, comme on dit chez nous les marins, pour rentrer au pays et aller affronter ma carrière. Et donc me voilà en 1992, rentré au Congo, jeune marin, lieutenant, sorti d'école. Donc j'ai commencé ma carrière donc, à la marine à partir de 1992. Et quelle était la suite de votre parcours? Alors, quand j'arrive donc à la marine, au commandement de la marine, comme on l'appelait à l'époque, je trouve l'amiral Ngombe, Pierre Ngombe, qui était donc chef d'état-major à cette époque-là. Et dans ma filière administrative, je trouve comme directeur administratif et financier le général Mopenza aujourd'hui, qui est donc directeur général de l'équipement, mais qui, pour la petite histoire, nous avions fait la formation commissariale la même année, c'est-à-dire de 88 à 90. Lui venait de Brazzaville et moi j'étais donc à Paris, et donc nous avons fait cette formation, donc la parenthèse est fermée. Donc quand j'arrive, lui il était directeur administratif et financier, plus gradé naturellement, et donc j'ai commencé là comme chef de division, budget, à cette direction administrative et financière. Voilà. Alors, vous aviez été, parce que ça doit être beaucoup plus audible, vous avez été promis au grade de contre-amiral récemment. Que ressentez-vous par rapport à la tâche qui vous attend? Bon, merci monsieur le journaliste. Mais bon, je dirais qu'avant de répondre à cette question, il faudrait peut-être que je continue à donner un tout petit peu le processus qui a fait qu'aujourd'hui, je sois peut-être arrivé à contre-amiral. Parce qu'on s'était arrêté, j'étais chef de division et j'ai eu un parcours. J'ai continué toujours dans cette lancée. Après cette fonction de chef de division, j'ai été directeur de cabinet du commandant de la marine. À cette époque-là, c'est l'actuel amiral Ongobo qui donc qui est parti déjà, qui assume aujourd'hui d'autres fonctions. Je crois qu'il doit être consul du Congo quelque part. Et après là, je suis allé à l'état-major, où j'ai été nommé directeur administratif et financier de l'état-major. Et donc là, nous sommes en 93, et j'ai assumé ces fonctions jusqu'en 97. Avec les événements qu'on a connus, donc il y a comme eu une
petite parenthèse, et puis après j'ai été repris dans les mêmes fonctions en 1999, qui m'a conduit, là je suis avec le général Ndolou, qui après a été nommé ministre de la Défense. Le général Ndolou, chef d'état-major, a été nommé ministre de la Défense, et j'ai été donc comme un peu amené dans ses bagages au niveau du cabinet, au ministère de la Défense, où cette fois j'assume les fonctions de conseiller financier au niveau du cabinet. Le général Ndolou a eu ce parcours, et moi après, bon, j'ai été entre guillemets aspiré ailleurs, donc je suis parti comme directeur des services financiers à la DGAF. Voilà, la direction générale de l'administration et des finances actuelle. J'y suis resté quelques années et j'ai encore eu une interruption, et cette fois je me suis retrouvé comme pas par hasard, parce que je me suis retrouvé au ministère des Transports, mais dans la branche marine marchande. Voilà, et donc je me suis retrouvé là-bas comme chargé de mission auprès du ministre chargé de la marine marchande, le ministre Koussou à l'époque, qui donc m'avait fait venir là-bas parce qu'il connaissait aussi mon côté maritimiste, comme on dit chez les juristes internationaux en droit maritime. Et c'est donc après ça, après 2 ans je crois, que j'ai été ramené aux ordres, c'est-à-dire au ministère de la Défense, mais cette fois-ci par la direction centrale du commissariat. Là, on est en 2001. Là, nous sommes en 2012. Déjà. D'accord, déjà. Ah, déjà, oui. Un bon à l'avant. Non, mais voilà. Ah, ça va très vite. Je disais d'entrée de jeu que bon, ma biographie, c'est peut-être un petit long fleuve, bon, sans prétention aucune. Un périple. Mais voilà. Et donc, je suis rappelé, je reviens aux ordres par la direction centrale du commissariat, où je suis resté jusqu'en 2017. Décembre 2017. Et là, je suis nommé par le président de la République, toujours, directeur général de l'administration et des finances. Donc je reviens à la DGAF, donc à la tête. Donc fonction que j'assume jusqu'à ce jour. Alors, lors du port des insignes de grade, nous avons vu le chef de l'État vous faire porter des nouveaux képis. Et il y avait une très grande différence parce que ces nouveaux képis ont été faits porter que par les contre-amirals. Qu'est-ce que cela symbolise? Bien. Mais je vais d'abord répondre à la question de monsieur le journaliste, parce que je suis allé un peu ailleurs, parce que monsieur le journaliste m'a demandé quelles étaient mes impressions quand j'ai été nommé à la dignité, comme on dit, de contre-amiral, c'est-à-dire général de brigade pour ce qui est de l'armée courante, parce que bon, la marine ayant un peu quelques particularités, donc le contre-amiral, en fait, c'est le général de brigade comme dans les autres armées. C'est la même terminologie. C'est la même terminologie, c'est le même grade, mais c'est simplement l'appellation qui change, parce que les marins ont cette spécificité-là. Bon, naturellement, la joie, elle est intense. C'est un très grand honneur que le président fasse de moi contre-amiral. Donc c'est un sentiment humain d'abord. Donc je ne peux pas vous dire que je n'ai pas été heureux. Ça serait mentir. Voilà. Bon, j'en suis encore sous l'émotion, si vous voulez. Donc pardonnez-moi, comme disait un illustre personnage. Est-ce qu'on peut dire que vous vous y attendez? Que c'est une surprise? Sans évoquer votre carrière qui est tout à fait élogieuse. J'ai été surpris, parce que je ne peux pas dire que je m'y attendais, non. La surprise a été énorme. La surprise a été énorme. En général, nous revenons à notre question. Comme on l'a dit en amont, qu'est-ce que cela symbolise, le port des képis par le chef de l'État?
Bon. Ça, c'est une explication simplement liée à la marine. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous avez vu, tous nos autres collègues ont ce qu'on appelle le béret d'armes. Sur le béret d'armes, il n'y a que l'insigne de béret qui indique l'appartenance à l'armée. Tous les autres officiers généraux qui sont passés là, qui portaient le béret, ils avaient tous l'insigne de l'armée de terre. Nos collègues de la police avaient l'insigne de la police. Et donc, après arrive le port des insignes de général. Donc, nous quittons tous nos 3 étoiles de colonel pour arriver aux 2 étoiles encadrées par des palmes d'officier général. La différence avec la marine, c'est que le grade aussi pour la marine se porte sur la casquette. Donc vous avez les 2 étoiles sur les épaules, mais vous l'avez aussi sur notre tenue de travail, la tenue de travail au quotidien. Nous avons notre grade qui est marqué sur notre casquette. Donc nous avons aussi nos 2 étoiles sur la casquette que nous portons. Donc c'est pour ça que le président de la République, chef suprême des armées, parce que c'est tout un cérémonial, un symbolisme, que quand il nous met les épaulettes d'amiral, contre-amiral en ce qui me concerne, ou général de brigade pour les autres, pour nous, les 3 marins, il y avait aussi donc le fait que nous quittions notre ancienne casquette qui correspondait à la casquette de colonel pour que nous portions maintenant la casquette de général de brigade. En fait, c'est pour éviter une contradiction entre ce que nous avons sur les épaules et ce que nous portons sur la tête. Voilà l'explication basique, c'est celle-là. Alors, vous faites partie de 14 colonels promus au grade de général et d'amiral par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui est lui-même le chef suprême des armées. Quel sera votre apport à vous, les 14 qui ont été promus? Nous sommes déjà dans la continuité. Ok. Donc, nous allons encore faire plus. Parce que promu au grade de général ou contre-amiral, en ce qui me concerne, ça veut simplement aussi dire qu'on a d'autres responsabilités, d'autres charges, et donc une autre attitude à adopter. Donc, les attentes sont énormes. Il y a plus de charges maintenant? Ben forcément. Forcément. Alors dites-nous, quel est le rôle d'une armée dans un pays? Voilà. Le rôle d'une armée dans un pays, ben, vous savez, on dirait beaucoup de choses. Mais je dirais simplement 2 choses. Et le président a martelé suffisamment sur son message à la force publique. C'est la défense du territoire national. C'est la fonction première d'une armée. La défense du territoire national. Faire en sorte que la population se déplace librement. Voilà. Ça, c'est le rôle essentiel d'une armée, à mon sens. Voilà. Je préfère m'arrêter que là, parce que sinon, on dirait... Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Donc, retenez simplement que la mission essentielle, c'est défendre le territoire, l'intégrité du territoire. Parfait. Alors, nous aimerions également poser une question qui est tout à fait une question de culture générale pour ceux-là qui nous suivent. Il y a également des enfants qui aspirent évidemment à rentrer dans ce corps de l'armée. Et quels sont les insignes de l'armée et leur signification? Vous voulez parler des insignes de grade? Exact, exact, exact.
En fait, il y a une grande panoplie de grades. Le premier grade, c'est le grade de soldat de 2e classe. Tout part de là. Quand quelqu'un, un jeune, signe son engagement pour incorporer les ordres, il commence 2e classe. C'est pas un grade, en fait, c'est une appellation. 2e classe, 1re classe, on devient caporal, caporal-chef. Est-ce qu'à cette étape, on est en formation? Déjà, quand vous arrivez de la vie civile, Oui. vous avez ce qu'on appelle la formation commune de base. Donc on vous donne les éléments, et les premiers éléments qui vous apprennent le métier de soldat. Marcher au pas, saluer, porter sa tenue, avoir l'air altier quand vous marchez. Tout ça, On vous initie. Mais bien sûr. Ça s'apprend. Et ça, cette formation commune de base, elle dure minimum 6 mois. Alors nous sommes au grade de caporal, oui. Non, là, on est soldat de 2e classe. Voilà. Après, vous évoluez. Quand vous arrivez caporal, ça veut dire que vous avez déjà la maîtrise de tout cela. Vous savez marcher au pas. Manier vous savez l'arme. saluer, manier l'arme, naturellement, oui. Naturellement. Ça, vous l'apprenez dans la formation commune de base. C'est tout ce panel-là. Il y a donc ce qu'on appelle l'ordre serré, c'est-à-dire apprendre à marcher au pas, apprendre le salut, ainsi de suite. Et puis après, vous allez apprendre à tirer à différentes armes. Donc voilà. Et après, donc, pour arriver à caporal, il y a un examen qui se fait. Il y a un examen qui se fait. Ok. C'est ce qu'on appelle le CAT1. Voilà. C'est le premier examen que l'on fait dans nos forces armées. Cet examen vous donne l'accès jusqu'au galon de caporal-chef. Après, pour aller au grade de sergent, vous devez faire un autre examen, ce qu'on appelle le CAT2, certificat d'aptitude technique. Numéro 1 pour le CAT1 et numéro 2 pour le CAT2. Ok. Celui-là vous donne accès au galon de sergent. Ouais, donc le parcours dans l'armée, il est, je ne dirais pas parsemé, c'est-à-dire à chaque fois que vous devez changer de catégorie, vous devez passer par une formation, par un diplôme. Donc un test. Donc un test, naturellement. Voilà. Et donc, pour passer de sergent à sergent-chef, vous devez faire un examen. C'est ce qu'on appelle le CIA, certificat d'aptitude numéro 1. Après, vous allez dans la classe des officiers, des sous-officiers supérieurs, qui sont donc l'adjudant et l'adjudant-chef. Mais là, vous avez, pour l'adjudant, vous devez avoir le BT1, brevet technique numéro 1, et le BT2, brevet technique numéro 2, qui vous donne accès jusqu'au grade de d'adjudant-chef. Maintenant, on a créé un grade de major, d'adjudant-major, qui lui, en fait, on n'y accède qu'en fonction de la durée qu'on a passée et en fonction des diplômes qu'on a déjà obtenus et de l'expérience qu'on a. C'est donc, comment dirais-je, c'est un petit plus pour les sous-officiers supérieurs. Donc, en principe, n'arriverait là qu'un sous-officier qui en a vraiment derrière le dos, hein, qui a eu un parcours exemplaire, qui a eu des faits d'armes, des faits de terrain honorables, visibles, convaincants. Et donc voilà, l'adjudant-major, c'est celui-là. C'est donc vraiment la crème des sous-officiers. Et après, vous avez ce qu'on appelle aspirant. Mais en fait, aspirant, c'est un grade d'école. Hein, c'est un grade d'école. Bon, on ne va pas s'attarder sur ça. Il n'y a pas besoin d'un diplôme particulier, en fait, pour être promu au aspirant. C'est un grade d'école. Hein, vous êtes en école, différentes étapes, vous êtes nommé aspirant. Voilà. Après, il y a le grade de sous-lieutenant. Sous-lieutenant, lieutenant, vous devez avoir fait une formation d'officier. Et cette formation, chez nous ici, elle se fait à l'académie militaire, où l'on recrute donc des jeunes qui viennent de la vie civile
je crois que c'est niveau licence, qui font donc ce test. Une fois admis, ils passent 2 ans à l'académie et ils sortent de là sous-lieutenant et commencent la carrière d'officier. Voilà. Bon, vous me direz qu'il y a aussi les jeunes qui sortent de l'école militaire, bacheliers. Bon, ceux-là, ils y intègrent aussi. Hein, ils font aussi leur parcours par l'académie militaire, comme les autres. Mais en ayant simplement un avantage pour avoir déjà connu ce que c'est que le métier des armes, même si c'est de façon embryonnaire. Donc ils intègrent la même promotion que les jeunes qui viennent de la vie civile. Et donc après, continuent le parcours, ils sont promus lieutenants. Bon, après, pour passer capitaine, là commence encore une série d'épreuves, une série de formations, une série de diplômes. Donc il y a ce qu'on appelle le CPOS. C'est le cours de perfectionnement d'officiers subalternes. Voilà. Donc ça vous donne, selon ça c'est de façon générique. Hein. Maintenant après, selon les spécialités, il y a aussi le même cours, mais qu'on appelle le cours de formation des commandants d'unité. Hein. Ça vous donne donc accès au grade de capitaine, au grade de commandant. Bon. Après, il faut faire le diplôme d'état-major, le DEM. Parce que là, vous êtes déjà à un autre niveau, niveau officier supérieur. Donc vous devez franchement avoir la capacité de travailler dans ce qu'on appelle chez nous un état-major. Voilà. Et donc c'est ce diplôme-là qui vous permet d'avoir un parcours à accéder au grade de lieutenant-colonel. Donc vous voyez, ce n'est pas un chemin tranquille, comme on dit. Hein. Il faut vraiment se mettre à chaque fois en doute, se remettre à l'épreuve pour aller d'une étape à une autre. Voilà. Donc après, dans cette catégorie de commandant, lieutenant-colonel, c'est lui qui pourra vous dire. Bon, en général, nous sommes arrivés à la fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour cette émission? Je dirais beaucoup de félicitations, parce que ça permet de faire découvrir la grande muette, comme on dit. Si vous venez vers nous et qu'à partir de votre émission, beaucoup de gens voient, il y a beaucoup de malentendus qui seront levés. Nous allons nous revoir prochainement, toujours avec le même plaisir, sur vos chaînes préférées. À nous revoir prochainement. Mon objectif ici, ce n'est pas de développer du racisme. Hein. Que Dieu est l'être suprême, qui a créé toutes choses. Toutes ces choses-là, il faut les étudier, les connaître pour éviter de tomber dans les dogmes qui amènent donc les guerres des religions. Vous pouvez échanger votre mort. C'est-à-dire, votre jour J arrive, mais vous décidez que l'autre personne part. La différence entre les extraterrestres, donc les hommes qui nous ont créés, et nous, donc la différence entre eux et nous, c'est simplement la science. Ils ne sont pas surhumains, ils ne sont pas surnaturels. Vous devez savoir que le nom d'une personne a son esprit et un pouvoir. Le pour et le contre, votre magazine est de retour chaque vendredi à partir de 21h50. Restez branchés avec Jekia, Gavmel Costelli, Issami Aboyo. Le pour et le contre.